Vaste sujet que l'injection sur nos anciennes. Aujourd'hui, une vidéo dédiée spécifiquement à l'injecteur électronique. On parlera d'injection mécanique plus tard. On va commencer par découvrir les bases de l'injection d'essence d'un point de vue énergétique. Puis, je vous présenterai les différents types d'injecteurs d'un point de vue fonctionnement, mais également leurs spécifications propres. Puis, je vous donnerai des indices qui permettent de déceler une panne de l'injection et notamment, bien sûr, de l'injecteur dans le cas d'une réparation, d'une préparation moteur ou d'un redémarrage. Dans la seconde partie de la vidéo, on va passer des injecteurs stock au banc. On verra s'ils correspondent toujours à leurs caractéristiques d'origine. Si tel n'est pas le cas, on va essayer de remédier au problème. Pour plus de dynamisme aujourd'hui, je serai accompagné d'un assistant virtuel. Hello. Il nous fera part de ses commentaires toujours très avisés. Allez, Let's go. Oui, alors allez-y. le moteur thermique qui tire son nom du fait qu'il fonctionne à la chaleur dégagée par le mélange air-essence. Dans le cadre des moteurs à combustion interne, on classe leur carburant par un indice qu'on appelle le PCI, le pouvoir calorifique inférieur. En fait, ça désigne l'unité, la quantité d'énergie par unité de masse. Deux exemples très concrets. Le samplon 95 contient 42 500 kJ par kilo, là où le 85 contient 29 000 kJ par kilo. Une nuance toutefois à apporter, c'est qu'ils n'ont pas la même densité. Pour 1 kg de 85, on a 1 litre 28, alors que pour le samplon 95, pour 1 kg de samplon, on a 1 litre 32. Le 85 est donc plus dense. Une fois qu'on mixe toutes ces données pour avoir une base de comparaison identique, on s'aperçoit que le 85 contient 30% d'énergie en moins à masse égale avec le samplon 95. C'est pour ça que quand on passe de l'injection samplon à l'E85, il faut majorer le débit de ces injecteurs pour avoir la même quantité d'énergie introduite, puisque si on introduit moins d'énergie, on aura moins de travail du moteur, et moins de travail signifiera un moteur moins performant. Il faut que cette énergie introduite le soit dans des proportions contrôlées et connues. C'est le fameux rapport air-essence. On entend souvent 14 pour 1, 14 grammes d'air pour 1 gramme d'essence pour avoir une combustion stoichiométrique. Alors c'est plus ou moins vrai selon les moteurs, entre le moteur atmosphérique et le moteur turbo, puisque sur les moteurs turbo, on a tendance à être plus riche pour faire baisser les températures d'échappement. Mais tout ça pour dire qu'un mélange trop pauvre ou un mélange trop riche endommage fortement le moteur. C'est là qu'on voit que l'injection est un vecteur essentiel de la fiabilité du moteur et son plus fidèle serviteur, c'est l'injecteur. Ce qui nous concerne le plus sur nos anciennes, c'est les injecteurs de format EV1. Je vais principalement me concentrer sur ce type d'injecteur aujourd'hui, même si on verra brièvement les autres types. Alors EV1, dans le langage Bosch, ça désigne le format de l'injecteur. Voici donc un injecteur EV1. EV, ça vient de Einspritzventil. Je trouve pas la traduction. Ça veut dire injecteur en Bosch, en allemand. Alors Bosch a monté beaucoup de ces injecteurs électroniques et depuis très longtemps, puisque les premières injections électroniques, on les a vues apparaître sur les DS, sur les Porsche 914, les Renault 17 Gordini. C'est l'injection qu'on appelle Digitronic. Alors l'injecteur Digitronic, il est un petit peu différent, puisqu'en fait il a le même format, sauf que sur la partie haute, on a un montage souple. C'est pas un injecteur qui est emmanché dans la rampe. On a une durite souple qui est sertie. En fait, en sortie d'injecteur ici, on a un picot métallique sur lequel on vient sertir donc cette durite. Soyez très vigilants avec ces injecteurs-là, puisque les durites vieillissent, arrivent à se fissurer et on envoie directement le carburant sur l'échappement ou sur l'allumage. Attention, hein. Il faut vraiment veiller de très près ces injecteurs-là. Une différence entre le Digitronic et le LG-Tronic, puisque le LG a également un montage souple. On le retrouve notamment sur les Opel Manta et ainsi de suite. Donc en fait la différence se fait au niveau du connecteur, puisque sur le DJ on n'a pas de verrouillage mécanique. En fait on a une excroissance autour du connecteur et c'est le soufflet caoutchouc qui vient maintenir le connecteur en place, alors que sur les générations d'après, donc les LG Tronic, on a déjà un verrouillage mécanique comme on le connaît après. Et donc après, sur l'évolution d'après, on a un emmanchement directement dans la rampe, comme vous le connaissez sans doute. Pour une compréhension facilitée, je vous ai mis une vue en coupe d'un injecteur EV1. Comment se compose un injecteur EV1? C'est pas très complexe. En fait, il s'agit d'un solénoïde. Le solénoïde, c'est une bobine de cuivre qui a un effet magnétique quand on l'alimente avec la pièce métallique qui est à l'intérieur. Donc, on va alimenter l'injecteur par ce connecteur. On va avoir un effet magnétique sur la pièce qui est au sein du solénoïde, c'est-à-dire l'aiguille qui est posée sur un siège conique. Quand on alimente, on attire l'aiguille vers la partie haute, on décolle l'aiguille d'environ 1/10 de sa partie conique qui permet la libération du carburant.
Quand on arrête l'alimentation, c'est le ressort qui est à l'intérieur qui revient pousser l'aiguille sur son siège et donc c'est comme ça qu'on obtient l'étanchéité de l'injecteur. Sur le haut de l'injecteur, on a donc le connecteur électrique et le filtre. Sur la partie basse, on a le capuchon anti-calamine et l'aiguille. Et puis là, on a des joints d'étanchéité pour le collecteur et la rampe. Plusieurs choses caractérisent un injecteur, notamment 4. La première chose, c'est le format. On l'a vu ici, c'est le format EV1. Mais sachez que chez Bosch, il existe d'autres formats, comme le format EV6 et le format EV14. Le format EV6 existe en 2 longueurs et le format EV14 existe en 3 longueurs. Soyez vigilants quand vous achetez des injecteurs EV6 ou EV14 en remplacement des EV1 qui correspondent bien à la bonne longueur. La deuxième chose, la deuxième caractéristique, c'est l'impédance de l'injecteur. Puisqu'il existe des impédances basses et hautes, on ne peut pas faire d'échange entre les basses impédances et les hautes impédances, ce n'est pas plug and play. Il y a des gros risques d'endommagement du calculateur, notamment des étages de commande des injecteurs, des étages de sortie. C'est difficile à réparer, donc soyez vigilants. La troisième chose qui caractérise un injecteur, c'est son débit. Alors attention, sur les fiches techniques, on parle de débit statique. Le débit statique, c'est le débit grand ouvert, le débit pleine ouverture. Sur les fiches techniques, on retrouve 2 caractéristiques, enfin 2 manières de nommer ce débit statique, soit en grammes d'heptane par minute, soit en cc minute. Donc il y a une correspondance entre les deux. J'ai pris mon anti-sèche puisque je n'ai pas toutes les données en tête. En fait, la masse volumique de l'heptane, c'est 684 kg par mètre cube. Donc, 1 kg d'heptane, c'est 1 litre 46. J'ai pris l'exemple sur des injecteurs de 21 turbo que voici. Donc, en fait, sur la fiche technique, ils sont présentés à 230 grammes par minute. Donc, 230 grammes d'heptane minute. En faisant quelques calculs, on arrive à 335 cc. Alors, je vous donne la règle. Pour passer de grammes par minute à cc par minute, il faut multiplier par 1,456. Et pour passer de cc minute à grammes par minute, il faut multiplier par 0,686. Voilà. La dernière chose qui caractérise un injecteur, c'est son type de jet, puisqu'on peut avoir du monojet, du bijet, du 4Jet. On a également des angles de pulvérisation différentes. Je vais vous mettre en lien dans la description la fiche technique d'un format EV14. Vous comprendrez les différentes caractéristiques qu'on a sur les nouveaux injecteurs. Ça sert notamment à réduire la pollution avec une injection plus précise qu'on n'a pas forcément sur les EV1. On a fait un tour général de l'injecteur. Je vais passer maintenant aux indices qui peuvent vous permettre de penser que vous avez une défaillance de l'injection et notamment des injecteurs. Vous écoutez, vous ne faites rien. Pas un mot, rien. Petite mise au point toutefois. Je vais me concentrer uniquement là sur les injecteurs, mais sachez que ça peut être dû à un défaut de l'un ou des injecteurs, mais également des autres composants de l'injection, savoir les sondes d'eau, les débitmètres et autres. Est-ce que je me suis bien fait compris? Dans le meilleur des cas, si je puis dire, vous serez refusé au contrôle technique. C'est tout à fait normal, puisque un mélange trop riche ou trop pauvre entraîne une augmentation des émissions polluantes, telles que dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et les NOx. Je vous mets ici un schéma du mélange idéal, avec aussi également un mélange trop pauvre et trop riche. Vous verrez les émissions polluantes qui en ressortent. Ça doit vous attirer l'attention sur le fait que vous avez probablement un défaut lié à l'injection et probablement à l'injecteur. Tout comme des bougies encrassées, un échappement noirâtre et des difficultés de démarrage, une baisse de performance ou une combustion anormale doivent également vous alerter. On est là dans un cas simple à traiter, mais il faut vous en occuper rapidement puisque ça peut entraîner quand même des dommages sur le moteur. Par contre, si vous vous reconnaissez dans les cas suivants, alors là... Si au ralenti, votre catalyseur est rouge sang, il y a 2 possibilités. Soit votre injecteur envoie beaucoup trop d'essence, donc on a une mauvaise combustion et l'essence brûlée s'enflamme d'elle-même dans le catalyseur. Donc là, gros risque d'incendie et dégradation très rapide du catalyseur. Ou alors, on a une soupape qui ferme mal. Donc là, il faut faire un test de compression. La soupape ferme mal, on a une mauvaise combustion, voire pas de combustion du tout, et l'essence brûlée passe dans le catalyseur et on retombe dans la même chose, c'est-à-dire inflammation anormale de l'essence dans le catalyseur. Autre possibilité, votre huile sans l'essence. Alors là, vous êtes tout bonnement en train de laver les cylindres, c'est-à-dire qu'on envoie beaucoup trop de carburant, on a une mauvaise combustion en plus. En fait, vous êtes en train d'envoyer tellement de carburant que ce carburant se répand sur la paroi des cylindres. Il se mélange à l'huile qui permet une lubrification et donc on évite le frottement à sec. En fait, vous êtes en train de mélanger l'huile et l'essence. On est dans une lubrification qu'on appelle mixte, c'est-à-dire entre la lubrification normale et le frottement à sec.
Vous allez avoir une usure très très rapide des cylindres, des ovalisations et un fort risque de casse de segments. Je vous renvoie à ma vidéo sur la segmentation où j'ai évoqué ça. Là, c'est un cas d'urgence, il faut vraiment vérifier votre injection très rapidement. Alors le dommage le plus important et souvent irrémédiable qu'un injecteur peut causer, c'est quand il grippe grand ouvert, donc il envoie son débit statique, son débit pleine ouverture dans la chambre, donc qu'il soit commandé ou non, il envoie de l'essence, et le problème c'est que le liquide est incompressible, donc il va venir remplir ce volume mort, en moyenne de 60 cm3, c'est variable selon les moteurs. Le souci, c'est que le piston va monter, il va venir s'appuyer contre ce liquide. Le liquide n'a aucune voie de sortie puisque les soupapes sont fermées au PMH. La bielle va commencer par plier et la bielle va casser, faisant en général une fenêtre dans le bloc, c'est-à-dire un trou dans le bloc. D'ailleurs, je vous laisse découvrir en exclusivité la réaction de notre assistant à qui c'est arrivé. C'est la caméra embarquée dans le moteur et on découvre ses réactions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Allez, trêve de plaisanterie, voilà les dégâts que peut faire un injecteur grippé grand ouvert. Voilà l'exemple sur un moteur 2 litres Renault, 2 litres turbo. Donc quand vous avez des indices de défauts d'injection, des odeurs d'essence, des défauts de combustion, des indices que je vous ai donnés dans les paragraphes avant, contrôlez tout de suite votre injection. Puisque vous pouvez arriver vraiment à ce dommage-là, et là c'est vraiment irrémédiable pour une bêtise. Et on passe un peu plus dans le concret puisqu'on va utiliser ce banc. J'aime bien ce matériel, et longtemps que je pensais l'utiliser, je suis très content. On va contrôler les débits statiques, on va contrôler les étanchéités, on va réviser quelques injecteurs, voir si on a des pannes et des défauts. On y va. Alors ici, on va faire un test de débit statique avec 3 formats d'injecteurs. Ici, un 4Jet, ici, un monojet, ici, un bijet. Ils ont, on le voit, des formats différents. Un EV1, de mémoire un EV6 et ici un EV14 court. D'ailleurs, j'ai mis une entretoise. Alors, je risque de décrocher la caméra pour vous montrer de manière un peu plus précise le jet. Alors, on va démarrer tout de suite le test. Je lance la machine. Voilà, la machine se lance. Et donc on voit bien ici le bijet, ici le monojet. Et là on voit que sur le 4Jet, on brumise bien l'essence. On voit tout de suite qu'ils n'ont pas les mêmes débits. On a un autre test qu'on effectue qui est le test d'étanchéité. En fait, ça consiste à mettre donc la rampe en pression sans commander l'injecteur pour voir si l'injecteur est bien étanche, c'est-à-dire que si on n'a pas une fuite, des gouttes qui ressortent là. Donc j'ai mis le test en route. On va monter la pression à 3 bars et demi. Alors là, il y a une goutte qui est de l'ancien test, mais c'est pas dérangeant. Sur des injecteurs non étanches, on peut avoir vraiment du goutte à goutte, ou vraiment des injecteurs qui continuent de pisser. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Alors, j'ai emprunté une vidéo à un préparateur qui s'appelle Olimeka. C'est Puissance Injection qui m'a partagé cette vidéo. Où on voit l'injecteur, je vais vous la mettre ici dans la vidéo au montage. On voit que l'injecteur, en fait, il dégouline l'essence par l'extérieur. C'est vraiment des injecteurs de contrefaçon de très mauvaise fabrication d'Asie du Sud-Est. Faites très attention parce qu'on voit même que l'essence remonte par le connecteur. Donc là, il y a des risques d'incendie assez importants. Un autre test auquel on a accès, c'est en fait le débit statique, c'est-à-dire qu'on va choisir un nombre de tours minute ou d'impulsion souhaité, et puis on va voir comment répondent les injecteurs. Alors par exemple là je vais me mettre à 3500 tours, et puis on va voir ce que ça donne. C'est surtout pour tester non plus le débit statique mais le débit dynamique, c'est-à-dire en fonction des temps d'ouverture. Alors je vais démarrer, là on voit que ça donne effectivement des à-coups, on voit très bien les écarts de jet toujours. Voilà, puis on les voit travailler donc à un débit déterminé. Donc là j'ai mis 3500 tours minute. Voilà, c'était plus pour vous faire la démonstration. Et un dernier test pour vous montrer ça, c'est-à-dire un test automatique qui va faire varier le nombre de tours minute, je crois de 350 à 6000. Donc là vous allez voir, on est à 400 tours minute. Voilà, et puis ça va monter progressivement, vous allez le voir, la cadence va très vite augmenter. Ça permet de voir le comportement de l'injecteur, voir si tout est conforme. Si on n'a pas des bobines ou des solénoïdes qui s'arrêtent à un instant T, bon, il n'y a pas de raison, mais ça peut éventuellement arriver. Voilà, là on est à 3500 tours. Et puis on va rapidement arriver à 6000, voilà, et là on redescend. Voilà, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de tests comme ça, je ne vais pas tous vous les montrer, mais c'était surtout pour vous donner une idée, quoi. Voilà. Alors j'ai monté mes injecteurs EV1 de 21 2 litres turbo.
C'est une auto qui a été un petit peu stockée, mais on peut sans doute avoir le même type de comportement. On va voir ce que ça donne, mais on aura peut-être le même type de comportement avec une auto qui roule de temps en temps et on s'en aperçoit pas. Alors je vais lancer le débit, le test de débit statique. Donc je vais démarrer. Voilà, la machine est en train de se mettre en route. Voilà, donc on a un injecteur qui ne fonctionne pas. Voilà. Alors pour m'assurer de ça, je vais intervertir les voies, voir qu'il n'y ait pas de problème sur une voie particulière. Voilà, le test se termine. Voilà, donc on a fait un test de 15 secondes et on est grosso modo à 65 cc. Alors j'ai interverti les voies, hein, celle-ci et celle-ci, pour vérifier qu'on n'avait pas de défaut de la voie de commande de l'injecteur. Donc celui-ci visiblement ne fonctionne toujours pas. Alors on va faire un test de débit statique, mais avant on n'avait pas tout à fait la bonne pression. C'est pour ça qu'on avait un débit statique un peu plus faible. Donc je relance le test ici. Je vérifie que le manot de pression soit juste. Voilà. Donc là on va faire le test des 15 secondes. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc déjà on a un injecteur de toute façon qui est grippé ou qui est mort complètement. On va attendre de voir la fin du débit. Donc on arrive à grosso modo, alors déjà on a un écart de débit, vous voyez, entre celui-ci et celui-ci. Et là on arrive grosso modo à aller 78 cc. Et là on est à 80. Donc il y a toujours une tolérance par rapport à la fiche technique. Je vous ai dit 230 grammes d'heptane, donc ça faisait 335 cc. Là, donc on a fait un test de 15 secondes, on serait à 320 cc, donc je pense qu'on est dans la tolérance. Par contre là, on a un écart de débit avec celui-ci et celui-là ne fonctionne pas. Alors, on va essayer de résoudre le problème, on passe à la deuxième étape. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un nettoyage aux ultrasons. Hein, on a le bac ici, mais surtout pendant le nettoyage, on va les commander, puisque mettre des injecteurs dans un bac ultrason, seul, ça ne sert à rien si vous ne les commandez pas. Alors moi, je suis pas pour tremper l'injecteur complet dedans, puisque en plus, avec les solutions nettoyantes, ça va diminuer la résistance de l'eau. On risque d'avoir des contacts au niveau des commandes. En général, ça suffit largement pour les débrider. Alors, on va essayer de faire ça. Je vais mettre ça en route. Je vais couper ça au montage puisque c'est pas très agréable comme son. Je lance le test là et je mets le banc en route. Allez, on y va et on se retrouve après. Je les ai sortis du bain. Par contre, je les ai nettoyés encore avec les capuchons anti-calamine. On verra déjà ce que ça donne. Si ça va pas, je referai un deuxième nettoyage. En général, j'en fais toujours un deuxième sans les filtres et sans les capuchons. Donc je vais essayer de lancer ça. On va voir, effectivement, on les entend débiter. On va voir si l'autre va avoir envie de se lancer ou pas. Alors déjà, il commence à faire peut-être du goutte à goutte. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va arriver à le dégripper. Donc souvent, je passe par le programme avec des variations de régime pour les dégripper. Là, on voit qu'il pisse tout doucement, qu'il commence à goûter. Je l'ai mis tout seul pour éviter de remplir à chaque fois et d'avoir à revider toujours les autres conduits. Donc, je sais pas, je vais essayer de voir, de vous faire écouter. On entend bien travailler et on voit qu'il commence tout doucement à se dégripper. Du coup, je suis passé par un autre programme qui est le programme que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, je choisis un régime, donc là j'ai mis 5000 tours minute. Ah ben on voit qu'il commence à se dégripper, justement pour le faire travailler. Donc là il y va tout doucement, je ne sais pas si on va arriver à retrouver ses caractéristiques. Mais là ça commence à être un peu mieux. Donc là on voit également que le jet n'est pas très bien orienté, hein. On voit que c'est assez diffus, donc il doit rester encore des particules. Je vais redémonter, je vais vous montrer comment extraire les filtres et les capuchons anti-calamine, et ensuite je vais les nettoyer sans filtre, sans capuchon, pour qu'on ait vraiment un nettoyage top. Une des techniques pour extraire le filtre, en fait, c'est d'aller mettre une vis à l'intérieur de l'injecteur, à l'intérieur du filtre, et puis il faut essayer d'aller tirer assez fortement. Et paf! Alors c'est pas toujours très évident à enlever, je vous cache pas que... C'est surtout une question d'entraînement. Voilà, là on voit qu'il vient tout doucement. Voilà, donc là on a extrait notre filtre et on va maintenant extraire notre capuchon. Alors pour le capuchon, donc en fait
Parfois un tournevis suffit, des fois quand ils sont bien collés, c'est pas toujours évident, il faut faire attention parce qu'on a le bout de l'aiguille juste à côté, donc il faut vraiment y aller tout doucement. Hein, je vais peut-être couper ça au montage, ça vous sera pas d'un grand intérêt. Alors, dernière étape, quand on arrive à son injecteur comme ça, que le filtre a été retiré, que l'aiguille, que le capuchon anti-calamine a été retiré, on va remonter tout ça, donc vous allez voir c'est pas très compliqué. On met donc l'entretoise, le joint torique. Voilà, le joint torique. Le capuchon, il vient se clipser, donc on vérifie qu'il est bien monté. Là, on l'a entendu, il clipse, donc il tient très bien. Pour le filtre, donc en fait, rien de très compliqué. On va mettre le filtre dans l'embasse comme ça. Puis, on va venir prendre un maillet et l'enfoncer tout doucement. C'est pas très pratique comme ça devant la caméra. Voilà. On vérifie qu'il est bien de niveau. Voilà, passant le doigt et tout est bon. Alors je fais cette prise son à part puisque comme un intelligent j'ai oublié de brancher le micro pendant cette prise. Donc ici on fait un test de débit dynamique pour vérifier l'homogénéité du jet. Donc on voit que le jet de l'injecteur placé en deuxième position est tout à fait correct par rapport à ce qu'on avait tout à l'heure même au début du dégrippage. Cependant un troisième nettoyage aurait sans doute été nécessaire. J'ai manqué un petit peu de temps pour cette vidéo. On va faire un test de débit statique juste après pour vérifier leurs caractéristiques. Donc là, on va démarrer tout doucement le test de débit statique et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Alors, le test va se mettre en route. Voilà, on est parti. Donc, on a un jet qui est bien sûr bien plus puissant puisqu'on est en pleine ouverture. Voilà, on voit que les débits sont quasi conformes, il faut vraiment attendre la fin du test puisque l'émulsion du produit nettoyant peut donner une fausse impression. Donc je vais vous montrer sur les tubes gradués qu'on a quand même une légère différence, mais comme je le disais juste avant, un dernier nettoyage aurait sans doute permis de retrouver une équivalence entre les quatre injecteurs. Voilà, là on est légèrement en dessous par rapport à celui-ci, mais c'est quand même bien mieux que ce que ça n'a été. On arrive au terme de cette vidéo sur l'injecteur, vidéo volontairement généraliste, j'aurais pu aller plus dans le détail technique, ça aurait sans doute fait une vidéo trop longue et trop rébarbative, on y reviendra peut-être dans une prochaine vidéo. Ce que je voulais surtout que vous reteniez en synthèse de cette vidéo, c'est qu'un défaut de l'injection, on peut le diagnostiquer grâce à quelques indices, ça peut avoir des dommages moteurs très importants. Je voulais également que vous reteniez qu'un contrôle des injecteurs, c'est rapide, c'est simple à mettre en place, c'est souvent assez peu coûteux et c'est hyper factuel, on l'a vu sur ce banc. Alors tournez-vous auprès des professionnels qui sont équipés pour le faire. Soyez vigilants quant à l'achat d'injecteurs par internet, d'injecteurs pas chers de marques peu connues, souvent en provenance d'Asie du Sud-Est. Bon, arrêtez vos conneries maintenant. Passez-les obligatoirement au banc en étanchéité en débit. Hein, on l'a vu ici, un injecteur neuf qui ne débite pas. Donc contrôlez toujours vos injecteurs. Arrêtez s'il vous plaît de nettoyer vos injecteurs uniquement au bain ultrason en pensant que ça les rend comme neufs. Ça va aller pour cette fois, mais que je vous y reprends plus. Hein. Contrôlez-les toujours. Autre chose, je vous le dis toujours, formez-vous et informez-vous. Mais qu'est-ce que tu vous foutez? Il y a des ouvrages, des cahiers techniques Bosch qui sont dédiés aux anciennes injections comme le L-Jet, le K-Jet, le Motronic. Également un ouvrage qui est Technologie des injections électroniques et performance moteur aux éditions ETAI. Il n'est pas très cher, il est encore assez simple à trouver, il est hyper instructif. Je remercie Puissance Injection pour le prêt de ces injecteurs qui m'a permis d'étayer cette vidéo. Je mettrai le lien de son site dans la description. Je mettrai également des liens techniques dans la description que je vous invite à voir. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager si elle vous a plu, à mettre des petits pouces dans ce sens-là et je vous dis à la prochaine.